Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, la Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Écoutez, les histoires de... L'histoire... Cita Dayanch. Racine de Ciel. Cita Dayanch. Racine de Ciel. C'est de recevoir un auteur un peu différent. Voilà. Alors... D'abord, notre gratitude, avant de m'adresser à Richard Malka, directement, je m'adresse à Michel Peretti, car c'est lui qui a bien voulu inviter pour nous, à notre demande, inviter Richard Malka. C'est Michel qui s'en est occupé, et c'est grâce à lui que nous sommes ensemble ce soir et que nous recevons Richard. Voilà, donc merci à Michel, vraiment. Autrement, il y a quelques jours, je savais que nous serions là ce soir, et j'ai écouté une émission avec Réplique, le samedi matin, avec Manuel Valls et François Sureau. Et c'était sur le courage. Et à un moment, ils ont parlé de Richard en disant « Il y a un homme courageux qui incarne le courage en France ». Et ils ont cité une phrase de Churchill que j'ai écrite hier soir dans mon téléphone, mais je ne vais pas aller la lire parce que ça prendra un quart d'heure, pour expliquer une phrase que j'ai entendue souvent dans ma vie. C'était que le courage était la chose la moins partagée en général. Voilà. Alors, c'est vraiment au-delà du fait du sujet qui va être traité ce soir, au-delà du fait de la délicatesse à aller vers un sujet pareil, au-delà de tout, puisque j'imagine que ce courage, Richard, il pourrait être sur aussi d'autres sujets. Voilà. C'est cet homme courageux que nous voulons fêter ce soir et recevoir. Et on est vraiment heureux que vous répondiez en nombre à cette invitation. Et merci à vous, merci à nos médiateurs Sandra et Michel d'être au rendez-vous. Merci à Richard et à ses nombreux amis dans la salle qui sont avec nous pour lui ce soir. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Beaucoup Michel pour cette introduction. Merci encore une fois à Michel Peretti d'avoir eu cette excellente initiative. Merci enfin à toutes et à tous d'être présents si nombreux parmi nous pour cette nouvelle proposition de Racine de Ciel. Alors, nous recevons ce soir Richard Malka. Richard Malka, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, comme de coutume, quelques mots de présentation de vous et de votre parcours, évidemment. Natif de Paris, d'une famille séfarade originaire de Meknès, au Maroc, vous êtes avocat, essayiste, romancier et scénariste de bande dessinée. Spécialiste du droit de la presse, vous débutez votre carrière à 23 ans au sein de l'ancien cabinet de Georges Kiegemann, alors devenu ministre. En juillet 1992, l'année même de votre prestation de serment, vous devenez l'avocat de Charlie Hebdo, presque par hasard, à l'occasion de la relance du titre. Parrain de la promotion 2022 de l'école de formation du barreau de Paris, vous êtes intervenu sur les débats de société les plus sensibles de ces dernières années, notamment en défense de la liberté d'expression ou de la laïcité. Pour vos amis de Charlie Hebdo, évidemment, mais aussi dans le cadre d'autres affaires très médiatisées, comme celle de la crèche Baby Lou ou de la jeune Mila. Scénariste de bande dessinée, vous êtes l'auteur de best-sellers dont les ventes totales approchent le million d'exemplaires. Romancier, vous êtes l'auteur de Tyrannie, paru en 2018 chez Grasset, une dystopie aux accents orwelliens, et du Voleur d'amour, publié en 2021, une fresque gothique, épique et crépusculaire. Essayiste, on vous doit Éloge de l'irrévérence, coécrit avec Georges Kiegemann, prix international de la revue trimestrielle des droits de l'homme, et Le droit d'en mer des dieux, prix du livre politique et prix des députés 2022. Nous allons évoquer ce soir votre dernier livre, Traité sur l'intolérance, paru en janvier 2023, toujours chez Grasset. Ce nouvel opus, qui semble désormais former une trilogie avec les 2 livres précités, est le texte de la plaidoirie que vous avez prononcée le 22 octobre 2022 au nom de Charlie Hebdo, en appel du procès des attentats de janvier 2015. Alors, une première question à ce sujet, justement. Pourquoi avoir éprouvé l'envie ou le besoin de publier ces plaidoiries? D'abord, celle du procès de 2017,
ensuite celle du procès de 2020 et enfin cette dernière plaidoirie. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très honoré que vous soyez si nombreux ce soir. Et puis, peut-être avant de répondre à votre première question, un mot aussi pour dire que je suis très ému d'être en Corse. C'est ma première conférence en Corse. J'en ai quelques-unes ces derniers temps, mais pas encore en Corse. Et je suis ému parce que c'est pour moi un territoire qui a toujours représenté beaucoup de protection et de douceur, comme ça l'était pour Charb, qui venait très régulièrement en Corse quand il était avant 2015, pour se ressourcer et pour être un peu tranquille. Et bizarrement, j'ai fait exactement comme lui en 2015 après les attentats. C'est ici que je suis venu essayer de reprendre des forces. Et puis je n'oublie pas aussi, et c'est pas par flagornerie que je dis ça, mais voilà, c'est un hommage. Je n'oublie pas que la Corse est le seul territoire d'Europe dont pas un seul juif n'a été déporté pendant la guerre. Voilà. Ceci étant dit, et pour répondre à votre première question, vous avez raison. Pourquoi publier des paroles qui sont faites pour être éphémères? Une plaidoirie, on la prononce et puis c'est pas fait pour passer à l'écrit. Il se trouve que l'histoire commence avec la première plaidoirie, celle de 2007, sur le procès des caricatures de Mahomet. Quasiment 10 ans plus tard, mon éditeur de romans, Grasset, me dit « Mais enfin, c'est quand même dommage que cette plaidoirie disparaisse. On en vendra probablement quelques dizaines. Ça ne nous rapportera rien du tout, ça va nous coûter de l'argent, mais tant pis, publions-la pour qu'il y ait une trace. » Alors avec Georges Kejman, puisqu'on avait plaidé à deux, on était un peu circonspect. Il était prévu qu'on touche 0 € d'avance sur droit d'auteur. Et puis comme c'est légalement impossible, on a touché 100 € chacun d'avance pour droit d'auteur. Donc c'était vraiment, on se disait, ça ne marchera pas, c'est une plaidoirie, ça n'intéresse personne, mais il faut qu'il y ait une trace. Ça a été publié sous le titre d'Éloge de l'irrévérence. En fait, ça a plutôt bien fonctionné, mais à quelques milliers d'exemplaires. Et effectivement, le fait qu'il y ait une trace nous paraissait important. Et puis ensuite, quand en 2020, j'ai plaidé pour les attentats de Charlie Hebdo, là, évidemment, l'éditeur est revenu vers moi. Entre-temps, il y avait eu cette tragédie que nous connaissons tous, et avec le même raisonnement qui était de dire il faut qu'il y ait une trace de ce propos tendant à défendre le droit au blasphème, la liberté d'expression, de rappeler pourquoi c'était si utile, et puis une trace en forme d'hommage aussi pour ceux qui nous ont quittés. Donc, même histoire, ça a été publié à 6000 exemplaires. Et alors là, pour le coup, et c'est au-delà de la satisfaction d'ego que ça peut me procurer, ça dit quelque chose aussi des attentes, des frustrations de notre peuple. Là, ça a été une traînée de poudre. Et vraiment, ça a rencontré un public considérable. Et c'était très émouvant d'ailleurs, parce que dans les multiples rencontres auxquelles j'ai participé à la suite de la publication, il y avait des centaines de personnes à chaque fois qui venaient me dire mais on se sent moins seul. Plus personne ne dit ça. Alors c'est exactement ce qu'on pense, et c'était souvent des instituteurs ou des professeurs, et ça a exprimé l'absence d'offres politiques en fait de toute une partie de la population qui se sont complètement abandonnés sur le terrain de la laïcité, de l'universalisme, de la liberté de pensée, de parole, de la libre critique des religions. Et donc sur la troisième plaidoirie, là, c'était installé. Et là aussi, alors l'objectif, c'est pas de me faire plaisir, c'est évidemment de poursuivre un combat et de toucher le plus grand nombre. Mon objectif, évidemment, d'avocat, c'est de convaincre, et de convaincre au-delà de la salle d'audience, et de mener une réflexion, de bousculer, de créer du débat, et évidemment, c'est aussi un hommage. Donc voilà, pourquoi ces publications. Et si on s'arrête sur la première publication, donc avec Georges Kejman,
qui était votre mentor, puisqu'il a disparu il y a peu. C'était votre guide, votre mentor, notamment dans la défense que vous avez faite toutes ces années vis-à-vis de Charlie Hebdo, mais également le plaisir de la plaidoirie. Quel est le souvenir qui vous relie à ce dernier ouvrage vis-à-vis de votre guide, Georges Krijman, avocat et ministre d'ailleurs, personnalité éminente du paysage politique et judiciaire? Qui nous a quittés effectivement il y a 2 semaines. C'était pour moi plus qu'un mentor, c'était vraiment... Et dans la vie, on se choisit parfois un second père ou une seconde mère, et il était ça pour moi. Et puis il y avait un parcours avec des points de concordance. Il venait de nulle part. Alors lui a vraiment vécu dans la misère, dans une chambre de bonne à Belleville avec sa mère qui ne parlait pas français, qui n'écrivait pas français, ses parents divorcés, la misère la plus absolue. Et puis il s'est élevé. Il s'est élevé jusqu'à devenir le plus grand avocat français, jusqu'à devenir ministre, jusqu'à devenir quelqu'un de totalement romanesque, le secrétaire particulier de Mendes France. Enfin, il a eu 1000 vies. Et jamais je ne l'ai... Et son père a été déporté à Auschwitz et il n'est pas revenu. Donc des tragédies, il en a connu. Mais jamais je ne l'ai entendu se plaindre. Jamais. Et au contraire, il était très reconnaissant pas forcément à la France. Il y a une distinction à faire entre la France et la République. Et il était très reconnaissant à la République et aux valeurs républicaines et à l'universalisme, à la laïcité, à laquelle la Corse a aussi beaucoup participé par son histoire et par les hommes qu'elle a apportés. Donc voilà, on se retrouvait sur ces valeurs-là. Et évidemment, on a défendu Charlie Hebdo avec la même détermination. Alors vous me demandez, c'était vraiment, il était génial. Et vous avez compris que je l'aimais. Vous me demandez une anecdote. Moi, je me rappelle quand on était dans ce procès qui avait un retentissement mondial. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais à un moment, Nicolas Sarkozy nous fait parvenir une lettre, qui était candidat, c'était quelques mois avant les présidentielles, il était ministre de l'Intérieur, et il fait parvenir une lettre qui arrive un peu par miracle à l'intérieur du tribunal, on me l'attend, et c'est une lettre où il veut témoigner. Il y avait François Hollande qui témoignait, il y avait François Bayrou qui témoignait, on n'avait pas cité Nicolas Sarkozy, mais lui s'est invité au procès, et tous les soutiens étaient bons à prendre. Toujours l'excès de caricature à l'excès de censure. Et donc, je reçois la lettre, je l'attends à Georges qui ne me la rend pas du tout, parce qu'il voit que là, il peut faire un effet, et tant mieux, parce qu'il l'a fait beaucoup mieux que je n'aurais pu le faire. Et puis, il lit la lettre, et puis on se hurle, et elle avait raison de hurler, parce qu'on ne lui avait pas communiqué, c'était pas contradictoire, et puis en plus il y avait des problèmes de procédure qui faisaient qu'en fait on n'aurait pas dû lire cette lettre comme ça, et donc la défense se met à hurler, et Georges se lève en disant « Très bien, la défense a raison, le tribunal fera comme s'il ne l'avait pas entendu, les journalistes non plus, et personne n'en parlera. » Et c'était tout le génie de cet avocat que j'aimais tant, et on a tous, c'est des gens, c'est des voix qui nous élèvent en fait, parce il faut avoir dans sa tête, quand j'écris, je pense à lui en fait, ou à Elisabeth Badinter, que j'ai eu la chance de rencontrer aussi, et je me dis qu'il faut être à leur hauteur en fait, il faut en être digne. D'ailleurs, pour compléter ce que vous venez de dire, dans le traité sur l'intolérance, vous citez Georges Krijman en indiquant que dès le procès de 2007, il vous avait indiqué qu'il fallait aborder le sujet de la religion et qu'à ce moment-là, vous l'aviez trouvé totalement hors sujet et hors des clous. Alors effectivement, il avait 15 ans d'avance sur moi, mais il était beaucoup plus intelligent. Et dès 2007, lui pensait qu'il fallait plaider sur la religion. Et alors là, c'était pas la même époque. On était encore, nous, dans une certaine légèreté. On n'avait pas vraiment pris conscience de ce qui était
en train de se dérouler, on en était aux prémices. Et ça me faisait un peu peur qu'il aille sur ce terrain-là. Moi, je voulais rester sur le terrain de la liberté d'expression et aborder la religion par la bande, mais pas y aller frontalement. Et lui voulait... Alors, il n'a pas eu le temps de le faire. Après coup, c'est lui qui avait raison. Ceci étant dit, peut-être c'était pas une mauvaise chose qu'il ne l'ait pas fait à l'époque, parce qu'il était un peu moins diplomate parfois que je puis l'être et que je l'ai été 15 ans plus tard, mais j'ai tenu à lui rendre hommage parce qu'effectivement c'était son intuition de départ. Alors justement, dès la plaidoirie dont vous avez, que vous avez publiée dans le droit d'emmerder Dieu, la plaidoirie en première instance, pour être plus précise, se pose immédiatement la question du sens à donner à ces plaidoiries. Question que vous posez également dans le traité sur l'intolérance. Et dès le départ, vous placez les enjeux très au-delà de la personne des accusés, voire même au-delà des faits, immédiatement sur un plan philosophique, sur un plan politique, malgré la charge émotionnelle que l'on imagine. Alors pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix dans ces axes de plaidoirie qui peut d'autant plus surprendre qu'il se passe dans le théâtre, si j'ose dire, d'une cour d'assises? Alors, j'ai de manière totalement déloyale profité de ma position un peu singulière dans ce procès pour faire autre chose qu'une plaidoirie en réalité. Moi, j'étais l'avocat de Charlie Hebdo, vraiment l'éditeur, la personne morale. J'avais pas voulu être l'avocat des familles de victimes ou des victimes parce que les connaissons tous, pourquoi l'un, pourquoi pas l'autre. Et puis, étant l'avocat de la personne morale, du coup, moi, je m'intéressais aux idées. Parce que on a tué des personnes, mais on a aussi voulu, au-delà d'eux, tuer une idée, tuer la liberté d'expression. Et je considérais que si on ne traitait pas cela, et que si ça restait un procès d'assises où on s'intéressait qu'à la personne des accusés et des victimes, et il fallait évidemment s'en occuper, mais qu'on loupait une des dimensions du procès. Ce que ces terroristes ont voulu atteindre, c'est aussi votre liberté à tous de pouvoir vous exprimer librement, et je voulais défendre cette liberté-là. Et donc effectivement, les accusés en réalité n'ont aucun intérêt dans ces affaires. Ils sont pas très c'est pas des intellectuels pour dire les choses poliment. Donc il y a des marionnettistes derrière. Il y a un discours, il y a une idéologie, et c'est ça qui m'intéressait. Pour aller au fond des choses, pour que ça ait du sens. Au-delà de la salle d'audience, il fallait effectivement aller sur un terrain des principes, des idées, de l'histoire de France, et puis un peu philosophique aussi. Donc je me suis accordé cette liberté-là, en réalité de ne pas parler des accusés, et quasiment plus du tout, y compris de ma cliente Charlie Hebdo, en tout cas dans le traité sur l'intolérance, pour faire ce qui était utile. Et ce qui était utile, c'était de rappeler, et parfois de bousculer un peu, pourquoi c'est si important le droit au blasphème, la liberté d'expression, qu'est-ce que c'est que l'histoire de Charlie, de ces 30 personnes qui sont de simples dessinateurs et qui sont devenus un symbole mondial, jusqu'à être protégés par des armées de policiers. Enfin, tout ça n'a aucun sens en fait. Ce ne sont que des dessinateurs. Et donc, voilà, il y avait une histoire à raconter, une histoire de Charlie. Et pourquoi Charlie, en fait? Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ça tombe sur ce tout petit journal qui finit aujourd'hui à vivre dans un bunker dont personne ne connaît l'adresse? Et on s'y habitue, et on s'y fait. On est en 2023, et il y a un journal dans ce pays dont personne ne connaît l'adresse, et qui vit complètement bunkérisé. Parce que c'est la force du dessin. Parce qu'en fait, on peut écrire des livres et des livres et des livres. Les fanatiques s'en foutent, à peu près, sauf quand c'est Salman Rushdie. Mais un dessin, ça fait le tour du monde immédiatement. Et ça peut être lu dans n'importe quelle langue. Et c'est le rire, c'est la force du rire. Et c'est ce dont les fanatiques ont le plus horreur, le rire. Parce que c'est l'arme des pacifiques. Et ça les rend ridicules. Et ils ne supportent pas ça. Et autant
bon, des éditeurs qui publient des livres, il y en a beaucoup, hein, ou des journalistes, ça leur pose pas trop de problèmes. Mais des dessinateurs, il faut les abattre. Et donc j'ai voulu raconter cette histoire, et puis j'ai voulu convaincre aussi, même au-delà des religions, de cette nécessité absolue d'accepter d'être heurté, d'accepter d'être bousculé, d'accepter y compris d'être blessé dans un débat. C'est la vie, c'est pas très grave, on s'en remet, et c'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça qu'on arrive à intégrer l'autre. C'est une altérité de la complexité, de la nuance, parce que sinon il faut vivre qu'avec des gens qui pensent exactement comme vous, comme ça vous prenez pas de risque d'être blessé, heurté, mais c'est pas très drôle, c'est pas très intéressant. Et il y a une idéologie qui là n'est pas que de l'islamisme, qui est anglo-saxonne, qui est cette fameuse cancel culture, où faut surtout pas être offensé. Mais comment on fait un débat sans être un peu heurté, un peu bousculé? La grande... Puis après j'aurais dit à peu près tout ce que j'ai à dire, mais la grande distinction qu'il faut faire et qu'il faut avoir en tête, et il faut le dire à vos enfants, c'est qu'il ne faut jamais... on n'a pas le droit, c'est la loi qui fait cette distinction, on n'a pas le droit de prendre à partie quelqu'un à raison de ce qu'il est. Ça, c'est de l'antisémitisme, c'est du racisme, c'est de l'homophobie. Mais les croyances, les idéologies, c'est autre chose que ce que vous êtes. Vous n'êtes pas vos croyances. Si vous croyez dans des fantômes, moi je vais vous respecter vous, mais je ne vais pas respecter votre croyance. Et j'aurai le droit de le dire. Donc on a le droit de dire ce que l'on veut de toutes les religions, de toutes les idéologies, de toutes les croyances. Et il faut accepter ça parce que c'est une condition pour vivre ensemble en fait. C'est une condition pour être dans un état de droit, pour être dans un état laïque, pour être dans une démocratie, il faut accepter d'être un peu choqué sans prendre les armes. Mais il y a tout un contre-discours malheureusement qui s'oppose au vôtre. Vous parlez notamment du modèle multiculturel anglo-saxon, dont émane cette pensée de justement ne pas être offensé, et également vous parlez du terme particulièrement ambivalent, donc pernicieux, de l'islamophobie, qui finalement confond, amalgame plus ou moins indécent, nous dirons, à la fois l'offense envers une religion et à la fois l'offense envers un adepte d'une religion. Et c'est toute cette idéologie victimaire que vous pourfendez également dans ces deux plaidoiries, en première instance et également en appel, cette idéologie victimaire qui est finalement le carburant de cette vision littéraliste de l'islam que vous identifiez précisément dans ce traité. L'islamophobie, mais ça a été dit 1000 fois, et d'abord par Salman Rushdie, c'est une arme qui a été inventée, c'est un mot impropre d'abord, parce que islamophobie c'est peur de l'islam. Or précisément, on a le droit d'avoir peur de l'islam, du judaïsme, du christianisme, de toutes les religions. Vont quand même causer quelques centaines de millions de morts, pas que. Il y a aussi des aspects infiniment bénéfiques aux religions qui ont apporté une morale, une éthique à l'humanité. Je suis pas manichéen, mais elles ont aussi, les guerres de religion, les bûchers, quand même, il y a une part obscure, il y a une part sombre. Et donc, avoir peur des religions, c'est très très sain. Moi, je suis tout ce que vous voulez. Je suis islamophobe, judéophobe, christianophobe, ça me pose aucun problème. Donc c'est impropre comme terme. Ce que n'a pas le droit d'être, c'est raciste. C'est à l'égard des personnes, pas à l'égard des religions. Pour le coup, c'est sain d'avoir peur. En tout cas, il y a une méfiance à avoir, parce qu'il y a toujours une tentation à régir la vie de l'autre. On vous dit comment vous habillez, qui vous devez aimer, quand vous devez aimer, qu'est-ce que vous devez manger. Très bien pour ceux qui l'acceptent, mais on est en République, donc on n'a pas à vouloir l'imposer à l'autre. Donc c'est une arme de censure dont on a abusé, qui est fait en fait, ça ce sont les mots de Salman Rushdie, qui est fait pour que les aveugles le restent, pour qu'on n'ouvre pas les yeux, pour nous culpabiliser. Ça fait partie
c'est un des instruments de l'idéologie victimaire qui est utilisé pour empêcher l'autre de parler, parce qu'on le culpabilise. L'idée, c'est de dire « je suis une victime », donc tu n'as rien le droit de dire me concernant. Même si je suis un fou de Dieu, si je suis un fanatique, j'ai toutes les excuses du monde, puisque je suis ontologiquement une victime. Mais d'où ça sort ? Là aussi, il faut faire très attention à cette idéologie victimaire. On est tous victimes, c'est un choix en fait d'être victime. Georges Kieschmann pouvait se vivre comme victime, et il ne l'a jamais fait. Chacun dans nos vies, on a connu des drames, on a connu des moments, certains plus que d'autres, où on a été victime de quelque chose, mais on n'est pas victime pour la vie, c'est pas un statut, enfin c'est horrible, parce que si vous vous définissez comme étant victime, alors jamais plus vous ne vous remettez en cause, c'est toujours la faute de l'autre, et donc on a le droit de faire tout ce qu'on veut, puisqu'on est victime. Enfin, c'est aussi cette idéologie qui mène au pire des crimes. Mohamed Merah, quand il va tuer une petite fille de 3 ans, avec une tétine dans la bouche, et qu'il la tue à bout portant dans cette école maternelle, Ozara Torah, il pense qu'il est du côté du bien. Il ne pense pas qu'il fait le mal. Il est fier de ce qu'il fait. D'ailleurs, il se filme. Donc, ça veut dire que, en fait, on vous retourne la tête. En vous racontant depuis que vous êtes enfant, tu es victime, tu es victime, tu es victime, les autres ne t'aiment pas, les autres sont méchants, les autres te discriminent, te stigmatisent, à un moment vous devenez complètement fou et vous vous sentez autorisé aux pires monstruosités. En fait, les monstres pensent qu'ils sont du côté du bien. Ceux qui ont fait l'attentat du World Trade Center, ils pensaient qu'ils étaient du côté de la justice. Tout le monde pense être du côté du bien, toujours. Donc, il faut faire très attention à ces idéologies qui, en fait, vous retournent le cerveau. Et si on vous dit du matin au soir, tu es une victime et le monde est injuste à ton égard, vous devenez dingue. Et vous vous pensez autorisé à... Et évidemment, vous n'acceptez plus la moindre critique. Tout est agression. Donc, et on est dans un moment où, de toutes parts, c'est la glorification des victimes. C'est dangereux. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez pris des libertés par rapport à une plaidoirie, en tout cas à un axe de plaidoirie classique, mais vous avez quand même fait un travail d'avocat puisque vous déconstruisez complètement l'argumentaire des terroristes par un contre-argumentaire basé sur des faits religieux. Et c'est ce qui donne aussi beaucoup de force et beaucoup d'intérêt à votre texte. Peut-être que vous pouvez nous expliquer justement comment vous en êtes arrivé à vous plonger dans les textes et dans leurs interprétations plus ou moins sujettes à caution pour déconstruire à tel point ce discours jusqu'à les traiter de mécréants. En fait, ma démarche a été dans un premier temps, pendant le premier procès des attentats, de refaire l'histoire de Charlie, de défendre la liberté d'expression, le droit au blasphème, comme on l'a dit. Et puis, les accusés font appel, deux des accusés font appel, comme ils en avaient absolument le droit. Et donc, il y a un deuxième procès. Et là, j'ai été confronté à un vrai problème, parce que normalement, les avocats, en appel, ils refont ce qu'ils ont fait en première instance, en changeant un peu, en peaufinant, en essayant de rendre les choses un peu mieux à la marge. Mais là, je l'avais publié, donc tout le monde l'avait lu, donc j'aurais été complètement ridicule de refaire la même plaidoirie que j'avais déjà faite, qui avait été publiée, diffusée en livre, et donc il fallait que je fasse autre chose. Et le problème, c'est que moi, je pensais avoir vraiment traité tous les sujets sous tous les angles. Et puis, effectivement, je me suis dit à un moment, mais en fait, j'ai traité assez largement des problématiques de cet attentat, sauf la principale. Et la principale, c'est le mobile du crime. C'est la fameuse religion. Alors évidemment, on n'a pas envie d'en parler de la religion, parce que c'est tellement délicat. Et puis pour parler d'islam, et l'idée c'était que les frères Kouachi, quand ils sortent de Charlie Hebdo, qu'ils ont commis et qu'ils ont massacré tout le monde, ils revendiquent au nom de l'islam. On a vengé le prophète. 3 fois. On a vengé le prophète, on a vengé le prophète, on a vengé le prophète.
Donc, comment faire pour ne pas en parler? C'était ne pas aller au fond du sujet, et c'était la seule chose qui me restait à faire. C'est le mobile du crime. Donc, j'ai voulu savoir, mais en fait, mais qu'est-ce qu'il dit le prophète? Alors là, c'est vertigineux, parce que ça fait des années que je tourne autour de ces sujets, mais j'ai quand même pas, je suis pas islamologue, je suis pas théologien. Donc la somme de connaissances à acquérir avant de pouvoir se sentir autorisé à faire une plaidoirie, à parler et à donner un angle et à effectivement déconstruire, j'y ai passé quelques mois, en particulier en Corse d'ailleurs, pendant l'été dernier. Donc voilà, j'ai lu le Coran du début à la fin, j'ai lu une infinité de livres, j'ai la chance d'avoir autour de moi des islamologues, ça permet quand même de gagner beaucoup de temps, et puis je m'en suis tenu à ce qui fait consensus. Et c'était absolument passionnant parce que l'histoire des religions est passionnante. Et donc j'ai voulu, parce que là encore je veux être utile, c'est la seule chose que je cherche à faire, à convaincre, ne serait-ce qu'une personne, ce serait déjà beaucoup. Et donc j'ai voulu convaincre que, et ma plus grande récompense c'est de recevoir des messages de musulmans me disant mais la même chose en fait, enfin vous dites ce que nous on n'a pas les moyens de dire, et c'est exactement ce qu'on pense, et heureusement que vous l'avez, et j'ai été extrêmement fier que mon premier entretien de promotion, ce soit un débat avec le recteur de la mosquée de Paris dans les pages du Monde. Et donc j'ai voulu dire que, en fait, dès l'origine de l'islam, il y a deux visions de l'islam. Il y a un islam extrêmement ouvert, progressiste, pacifiste, du temps où Mahomet essaie de séduire, il se déclare prophète, il faut séduire, et donc là il est très révolutionnaire. Il n'y a pas de contrainte en religion, c'est totalement révolutionnaire à l'époque. Et puis ensuite il gagne le pouvoir, il passe de la Mecque à Médine, et là on a un Coran qui est complètement contradictoire avec le premier, et qui devient un Coran de gouvernement très directif. Et d'ailleurs, ces contradictions sont reconnues par le Coran lui-même, et ensuite, 150 ans plus tard, les juristes ont considéré à Bagdad, et parce qu'on était en période d'expansion et de conquête, il fallait oublier les versets pacifistes et ne retenir que les versets guerriers. Mais ça veut dire qu'il y a un choix. Il y a, dans le Coran lui-même, dans cette religion, il y a un choix. Il y a eu dès l'origine des courants intellectuels dont certains prônaient la raison, le libre arbitre, les fameux mutazilites dont je parle, et puis d'autres rigoristes et littéralistes. Donc pendant 1400 ans, ces deux courants se sont affrontés. C'est ce choix, c'est entre un Coran ouvert, progressiste, un Coran de la raison, et un Coran totalement rigoriste, littéraliste, figé, immuable, figé il y a 1400 ans. En fait, le débat ne s'est jamais terminé. Et ces deux courants s'affrontent. Et malheureusement, le constat, c'est que depuis quelques décennies, c'est plutôt le courant rigoriste que l'on entend, qui est financé par le wahhabisme et qui gagne des parts de marché. Un islam très politique. Mais j'ai voulu, dans ce livre, regarder les choses en face, en fait. Nommer les choses. Parce que sinon, si on ne nomme pas les choses, il n'y a aucune chance qu'on trouve des remèdes à la situation. Et puis j'ai voulu, et puis c'est aussi un livre d'empathie, d'espoir sur l'islam, montrer que c'est peut-être plus complexe que les préjugés qu'on peut en avoir, et qu'il faut militer pour une version et être impitoyable à l'égard de l'autre version. Donc voilà, j'ai voulu diffuser des connaissances, autant que je pouvais le faire en 1h30, puisque ce fut le temps de ma plaidoirie, avec un esprit d'ouverture, j'ai essayé de le faire, en m'éloignant des polémiques, mais en essayant de transmettre du savoir et de la réflexion et du débat. Vous avez transmis, vous le dites, du savoir, des connaissances. Vous avez mobilisé notamment une islamologue, Jacqueline Chabi, qui est, à laquelle vous rendez hommage à la fin de votre ouvrage. Et en réalité, vous faites vraiment presque une brève généalogie de l'islam, donc avec les deux visions, on va dire, rivales au cours des siècles. Et plus vous mobilisez les savoirs, plus véritablement on perçoit un peu en miroir inversé leur ignorance totale de ce qu'est le Coran, des enjeux, des contextes
production du Coran, que ce soit le Coran mécois ou médinois, jusqu'à, c'est ce que disait Sandra, les traités de mécréants, puisque en fait, il n'y a que Dieu qui peut punir, c'est la prérogative de Dieu, et que quelque part, ils veulent se suppléer à Dieu, et que finalement, c'est eux, les mécréants, vous avez réussi finalement à les prendre à leur propre religion, à leur propre idéologie, avec leurs propres armes, entre finalement le savoir qui, nous l'espérons, triompherait de l'ignorance en tout cas. Mais en fait, moi, ça fait maintenant 30 ans que je plaide pour la liberté d'expression. Donc ces procès-là, j'en ai eu pour Charlie, j'en ai eu pour Mila, il y avait la crèche Babylou, j'ai plaidé 1000 fois pour tous les laïcs de ce pays. Et donc la liberté d'expression, je l'avais plaidé sous l'angle juridique, sous l'angle historique, sous l'angle philosophique, sous l'angle idéologique, sous tous les angles possibles. Donc à un moment, et puis ça marche pas. Donc à un moment, je me dis, mais comment je peux faire pour essayer de convaincre ceux que j'ai en face? Et je dis, je vais parler de religion. Je vais effectivement plaider sous l'angle de la religion. Et en particulier dans l'histoire Mila, c'était parce que là vous êtes désespérés, quoi. Vous voyez des gamins de 18-20 ans qui sont pas des mauvais gamins, qui n'ont pas de casier judiciaire et qui ont envoyé sur Twitter des menaces de mort sur le thème: on va te découper en morceaux, sale pute, on va te faire une Samuel Paty, puis ensuite on va te brûler, puis on ira violer ta mère, et quand vous les voyez ensuite au tribunal, et de toute religion, et athée, pas athée, des hommes, des garçons, des filles, certains à l'université, une faisait une fac de psychologie. On dit, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête pour écrire des choses pareilles? Et tous répondaient, alors qu'en fait c'était pour faire comme les autres, qu'ils ne savaient même pas ce qu'elle avait écrit, cette pauvre Mila, que c'était comme ça qu'on parlait sur Internet, et puis qu'elle avait manqué de respect, c'est le respect dans le sens mafieux du terme. Et donc faisant une confusion totale. Et pour eux, il fallait respecter les religions. Voilà à quoi ça mène. C'est-à-dire qu'ils respectent la religion. Pour respecter la religion, ils menacent de mort un être humain. C'est plus dans leur démarche, en fait, plus ils respectent la religion, moins ils respectent les êtres humains. Et donc, j'ai voulu emprunter ce chemin de la religion elle-même pour leur dire, mais vous faites complètement fausse route. En fait, vous insultez la religion. Dans l'islam, effectivement, les sanctions sont eschatologiques. C'est Dieu qui a le monopole de la sanction. C'est lui qui punit, c'est lui qui venge. Donc quand on est un homme et en fait on vole une de ses prérogatives à Dieu, donc ce sont eux les mécréants. De la même manière, mais je peux le prendre sous l'angle des trois religions, dans le judaïsme, Abraham engueule Dieu. Quand Dieu veut anéantir Sodome et Gomorrhe, il lui dit, mais c'est ça ta justice. Tu vas anéantir les justes avec les injustes, et tu prétends avoir un discours sur la justice, et il l'engueule. Et Dieu cède. Il dit, non, d'accord, si j'en trouve 50 de justes, j'anéantirai pas Sodome et Gomorrhe. Et le dialogue continue. Il lui dit, mais et si on a 50, tu vas tuer les 50 justes avec les autres alors qu'ils n'ont rien fait. Et Dieu finit par céder 40, 30, 10. Bon, malheureusement, il n'en a même pas trouvé 10. Donc il a fini par anéantir Sodome et Gomorrhe. Mais ça nous montre quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'ont voulu nous montrer les gens qui ont inclus ces textes-là dans la Bible? Qu'il y a un dialogue, qu'on n'est pas dans une position de soumission, qu'on a y compris le droit de critiquer Dieu. Mais alors là, c'est dans le christianisme, c'est saint Thomas d'Aquin. Si Dieu nous a donné ce qui différencie ce qui différencie les hommes de l'animal, c'est la raison. Si Dieu nous a donné la raison, c'est bien pour l'exercer, y compris à l'encontre de Dieu, par la critique. Donc j'essaie de prendre ces fanatiques à leur propre jeu. Bon, alors pour les fanatiques, c'est foutu, ils reviendront jamais en arrière. Mais en tout cas, ceux qui peuvent être tentés, je me dis, parce que je suis un grand optimiste, que ça peut allumer des petites lumières. Justement, au cours de cette construction-déconstruction, le droit au blasphème, la nécessité presque du blasphème, revient comme un point focal.
Vous indiquez d'ailleurs que, vous citez le politologue Gilles Kepel, vous dites que la surenchère autour du blasphème est d'ailleurs un instrument politique à part entière et une arme fatale. Donc là encore, par cette boucle que vous faites à travers la religion, on en revient à ce point crucial du blasphème. Pourquoi est-ce un marqueur aussi important ? Mais parce que c'est ce que je vous disais, c'est le rire, c'est insupportable. Alors que, et en avant j'ai le prophète, j'y reviens, en fait le Coran ne prévoit pas la peine de mort pour les blasphémateurs. Ce n'est pas dans le Coran. La seule chose que vous trouverez dans le Coran, c'est si vous entendez quelqu'un vous moquer de Dieu, vous partez et vous revenez quand c'est fini. Et puis la sanction, ce sera au ciel. C'est tout. Ce sont des hommes, 5 siècles plus tard, en Andalousie, qui ont légiféré sur le fait que le blasphème était puni par la peine de mort à un moment où l'islam était attaqué en Espagne, et donc il fallait légiférer dans ce sens-là, pour interdire la critique justement. Donc, et pourquoi ce n'est pas dans le texte initial ? Parce que dans la société du prophète au 7e siècle, en fait, il y avait des Charlie Hebdo, il y avait des caricaturistes, ça s'appelait les poètes, et ils avaient un langage extrêmement fleuri et ils se moquaient en permanence des hommes publics et des prophètes et des faux prophètes et des marchands et Mahomet s'est fait insulter toute sa vie. Le Coran en atteste. Et dans cette société-là, on passait son temps à se moquer, à s'insulter, dans un langage vraiment très fleuri, en général à connotation sexuelle. Et s'il avait fallu à cette époque-là tuer les blasphémateurs, mais tout le monde serait mort. Donc c'est ensuite, c'est les hommes qui font la religion pour l'essentiel. Et donc ça aussi, j'ai voulu le dire, parce qu'en fait, y compris les musulmans, ne le savent pas toujours. Alors j'ai oublié quelle était votre question de départ, mais oui, pourquoi le blasphème ? Oui, parce que... mais parce qu'en fait les fanatiques avancent un monde et se réfèrent à un monde qui en réalité n'a historiquement jamais existé. Ils se réfèrent à cette société de la Mecque ou de Médine où en réalité il n'y avait pas de djihad, il n'y avait pas de martyrs, il n'y avait pas de peine capitale pour les blasphémateurs, donc ils inventent. Sous prétexte de littéralisme et de « on ne commente pas », ils inventent. Donc ils ne peuvent pas supporter qu'on vienne leur dire « mais vous dites n'importe quoi, vous inventez » et qu'en plus on fasse rire à leurs dépens. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours une surenchère entre eux, il y a toujours plus radical, jusqu'à ce que certains aient déclaré Ben Laden lui-même mécréant. C'est la course à l'échalote. Vous citez, vous écrivez page 53 du traité sur l'intolérance, l'interprétation, la critique et même l'humour grinçant de Charlie Hebdo sont une nécessité vitale pour les religions elles-mêmes, certes, et surtout pour les hommes. Mais parce que c'est une nécessité vitale pour les religions, et j'en reviens à saint Thomas d'Aquin, parce que pour le coup, à défaut, la religion dégénère en idolâtrie. Ça devient une idolâtrie. C'est ce qui protège les hommes du dogmatisme, du sectarisme, de l'idolâtrie. Et c'est évidemment une nécessité pour les hommes, parce que c'est ce qui permet de ne pas vivre sous le joug de certains qui instrumentalisent la religion, la dénaturent, la transforment pour en faire un instrument de pouvoir. C'est d'ailleurs le cas pour une partie des pays musulmans, puisqu'il y a le triomphe de la vision hanbalite, donc la lecture littéraliste et fondamentaliste de l'islam. Vous en parlez dans votre brève généalogie. C'est quand même particulier que ce soit, vraiment que ce soit par rapport à l'islam que cette vision littéraliste ait triomphé de l'autre vision fondée sur la raison et le libre arbitre. Et il y a aussi peut-être les conditions d'évolution de l'islam ont un petit peu peut-être précipité ce succès, cette poussée de cette vision littéraliste, notamment l'absence de structure, en tout cas pour l'islam sunnite majoritaire. Les chiites ont leur clergé, mais l'islam sunnite majoritaire n'a pas de clergé, et aussi la facilité avec laquelle on peut se convertir à l'islam. Parce que finalement, il faut juste faire une profession de foi, il y a une formule rituelle avec une sourate dédiée, avec devant témoin, et puis
10 minutes plus tard, enfin un instant plus tard, on devient musulman. Donc il y a aussi une attractivité à ce niveau-là où l'islam radical peut enrôler des hommes et parfois même des femmes de manière quand même très efficace, entre guillemets. Enfin, oui, il faut effectivement 10 minutes pour devenir prédicateur sur Internet et expert. Alors ça, c'est effectivement une des singularités de l'islam sunnite, parce que pour le coup, l'islam chiite a un clergé, et alors la tristesse, c'est tragique de cette histoire d'ailleurs, c'est que le chiisme a toujours été, au cours de ces 1400 ans, l'école de l'islam plus ouverte, beaucoup plus sécularisée, avec une pensée de la laïcité. Le grand ayatollah, le plus grand ayatollah du chiisme aujourd'hui, qui est en Irak, Ali Sistani, est laïque. Et c'est vraiment un défenseur de la laïcité. C'est l'école d'une certaine... le chiisme, c'est essentiellement perse, donc il y a vraiment une tradition intellectuelle, une tradition philosophique, une tradition lettrée, et c'est un drame que ce soit les chiites qui soient devenus, qui aient ouvert ce grand bal du fanatisme en 1979. Je pense que ce seront les premiers à en sortir, et que probablement l'espoir est là. Mais du côté sunnite, il y a effectivement une absence de clergé et de toute organisation, parce que quand vous avez une organisation, quand vous avez un clergé, un jour ou l'autre, le clergé vit avec son époque et il y a une évolution. Et c'est ce qui s'est passé dans le chiisme. Quand vous n'en avez pas, la nature ayant horreur du vide, eh ben c'est les politiques qui prennent le pas et qui organisent. Et en général, c'est pas dans le bon sens. Et ils instrumentalisent. Et c'est ce qui s'est passé extrêmement souvent. Et vous n'avez pas d'organisation et vous n'avez pas d'interlocuteur pour l'État éventuellement républicain qui a essayé maintes fois de créer le CFCM, mais ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'autorité légitime. Et donc chacun dans son coin fait sa petite cuisine et est soumis aux plus radicaux qui ne sont pas mis à l'écart par une église constituée. Et c'est un vrai problème d'organisation qui a... Oui, vous touchez là à un des problèmes qui fait que qu'il y a une composante radicale que l'on n'arrive pas à traiter dans l'islam. Oui, et vous venez de le dire d'ailleurs, il y a cette prise de contrôle du fait religieux par le politique, cette instrumentalisation. Vous citez d'ailleurs ce que Khaled Abou El-Fadl, professeur de droit à Harvard, appelle la théologie du pouvoir. Donc c'est aussi une façon de nommer une des composantes du problème. Je voudrais qu'on vienne un moment sur le rôle d'exemplarité de la France, que vous citez à de nombreuses reprises, en matière de liberté d'expression. Il faut rappeler que c'est le premier pays à avoir aboli le délit de blasphème pendant la Révolution. Les révolutionnaires, voilà, les révolutionnaires étant en ce sens les enfants des encyclopédistes. Et vous le corrélez à l'histoire de Charlie. Je voudrais que vous nous expliquiez comment vous corrélez les... Moi, j'ai fait ça, moi. Oui, tout à fait. Vous avez écrit « La France est le porte-étendard mondial du droit à la critique des religions. Charlie reste le gardien de cet étendard. » Oui, alors j'ai fait un gros saut dans le temps. En fait, l'histoire, effectivement, commence au siècle des Lumières, où les encyclopédistes, les premiers, alors je raconte toute l'histoire dans le droit d'emmerder Dieu, décident de concevoir un monde où on mettrait Dieu de côté. Ce ne serait plus Dieu qui définirait ce que on doit faire en géométrie, en philosophie, dans les lettres, en poésie, en cuisine, dans les sciences maritimes, parce que c'était ça avant. Et il y avait, la Sorbonne envoyait des inspecteurs, des censeurs vérifier que tout ce qui était fait dans ces différents domaines était conforme au dogme de la religion. Et donc les encyclopédistes imaginent un monde public sans Dieu, rejettent ça dans la sphère privée. Les révolutionnaires sont les enfants des encyclopédistes. Donc effectivement, il y a une déclaration des droits de l'homme. Là aussi, on met Dieu de côté. On sacralise la liberté d'expression en 1789 et on prohibe pour la première fois au monde effectivement le délit de blasphème. Et
il y a une tradition spécifique de la France. C'est effectivement le premier pays au monde. Ça, on a inventé un nouveau monde et on a inventé un autre universalisme que l'universalisme religieux. Et donc on rentre en confrontation. 1905, c'est la traduction de tout cela dans la loi sur la laïcité. Et ça, c'est intéressant parce que si vous reprenez ce qui s'est passé en 1905, en fait, il y a, à ce moment-là où les combats étaient très durs contre l'Église catholique, en fait, les promoteurs de la laïcité, c'était des journaux de caricature. Vous en aviez une dizaine, extrêmement. Donc l'histoire de la caricature est totalement associée à l'histoire de la laïcité. Depuis cette époque-là. Et Charlie Hebdo s'est inscrit dans cette tradition-là. Ce sont les enfants de tous ceux que je viens de vous citer. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde, en fait, où il y a des journaux de caricature. Alors, il y en a, c'est de plus en plus compliqué, hein, parce que même quand on fait des petits pingouins dans le monde, bah, on se fait virer. Dans le New York Times aussi. Enfin, c'est vraiment, il y a un sort spécifique à l'image, au dessin. Et c'est tellement pas politiquement correct qu'il y en a de moins en moins. Il y a, voilà, je reviens d'Espagne où j'ai fait la promotion de ces bouquins, il n'y a pas de journaux de caricature. On est un des seuls pays au monde à avoir, c'est un trésor. Et personne n'est obligé de le lire, personne n'est obligé de l'acheter. Et ça a participé dans l'imaginaire collectif, évidemment. Cavana, Cabu, Wolinski, c'est les années 70, c'est aussi les années 68, donc ce souffle de liberté, et voilà, et c'est devenu un symbole mondial, malheureusement, parce que ça devait être tout le contraire, en fait. Pour nous, il faut se mettre à notre place, c'est complètement fou. Que c'est le journal le plus iconoclaste, ça ne doit pas faire consensus, et on se retrouve avec des millions de personnes le 11 janvier à nous applaudir. C'est anormal, c'est l'inverse de ce que l'on est en fait, mais ça c'est le destin. Oui, c'est quand la marche devient institution. C'est une ironie de l'histoire. C'est vertigineux. C'est assez vertigineux, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Charlie Hebdo, avant Harakiri, s'est nourri de la censure gaullienne. C'est que finalement, la censure gaullienne qui à l'époque, notamment sur les caricatures, était quand même plutôt sévère, en tout cas plutôt active, ça a été finalement une censure féconde, paradoxalement en tout cas, pour faire émerger des talents. Harakiri et ensuite de Harakiri, Charlie Hebdo, les dessinateurs qu'on connaît. Ça, vous avez raison. La censure, en fait, ça nourrit les libertaires, les artistes, les contestataires dans tous les régimes. Alors c'est plus compliqué, on prend des risques, mais effectivement, ça les a nourris. Mais c'est le sens, c'est la raison d'être de Charlie, en fait, de bousculer. Ça ne sert qu'à ça, c'est le journal bouffon du roi, c'est le journal poil à gratter. Alors parfois ça va un peu trop loin, et puis parfois ça peut même déraper, et puis en 30 ans on a été condamné quelques fois. C'est comme ça qu'on fait dans un état de droit. Quand on n'est pas content, on va devant un tribunal et puis on fait condamner le journal, et ça nous est arrivé à quelques reprises. Bon, j'ai rien à dire là-dessus, on va pas tuer les gens, quoi. Mais c'est le sens de ce journal de bousculer tous les dogmes, en fait, tout ce qui semble établi, pour les remettre en cause, parce que peut-être qu'il y a des raisons de les remettre en cause, peut-être qu'il y a quelque chose à tirer, et voilà, j'ai un amour infini pour ce journal, parce que encore aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, pendant la révolte iranienne, on retrouve Charlie Hebdo en première ligne avec ce concours de caricature sur les mollahs. Et on nous dit encore, non, il ne faut pas caricaturer les mollahs. C'est-à-dire qu'on a même, sous prétexte de cette idéologie victimaire dont je vous parlais tout à l'heure, il faudrait s'abstenir de caricaturer des tyrans, des dictateurs qui emprisonnent leur peuple, avec des femmes qui sont violées par les forces de l'ordre, et ça, on n'aurait pas le droit de le dénoncer aussi. Non. Et puis, au-delà de ça, si la France, le pays des Lumières, renonçait à cette liberté d'expression, ce serait un signal désastreux envoyé à l'égard de tous ceux qui, justement, se battent dans ces pays pour cette liberté d'expression. Absolument. Oui,
Si Mais moi, j'ai toujours en tête cette phrase d'un universitaire tunisien, je crois, c'était en 2007, donc c'était vraiment au début de l'affaire des caricatures, qui de Tunisie nous écrit « Mais ne cédez pas. Si vous cédez, ce sera fini. Et ce sera fini pour vous, mais aussi, surtout pour nous, qui essayons dans les pays arabes de nous battre pour la liberté de conscience, pour la liberté d'expression, et on ne peut pas les laisser, on peut pas les abandonner. » Surtout qu'à l'époque, vous n'aviez pas beaucoup d'alliés, en tout cas ni dans le champ politique, peu dans le champ culturel. Enfin, c'est assez édifiant. Votre précédent ouvrage, Le droit d'emmerder Dieu, vous vous rappelez qu'en 2007 jusqu'en 2011, avec l'incendie, vraiment, gauche comme droite, comme extrême gauche comme extrême droite, tous appellent au respect de la religion. Enfin, c'est assez édifiant quand on le regarde a posteriori maintenant, c'est quand même assez édifiant, comme il y a eu quand même une forme de retournement, une prise de conscience malheureusement trop tardive en 2015, mais à l'époque, vous étiez vraiment particulièrement isolé, et on se rend compte vraiment à la lecture de votre ouvrage. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît, pour un grand nombre d'entre nous, assez acquis, mais à l'époque, nullement. Enfin, le gouvernement Villepin a appelé au calme, c'était vraiment des caricatures, c'était particulier. Oui, il y a eu une décennie assez horrible pour nous, où effectivement, alors ça a commencé avec l'affaire des caricatures, bon là encore, c'était partagé, mais c'est là qu'on a commencé à sentir que, parce qu'avant, en fait, c'était les intégristes chrétiens qui nous poursuivaient pendant toute la décennie 92-2002. On a été poursuivis par des associations chrétiennes très parfois liées au Front National, et puis on gagnait tous nos procès, puis on était les héros de la gauche. Et ensuite, ils ont arrêté de faire des procès à force de les perdre, et immédiatement, ce sont des associations musulmanes cette fois qui ont pris le relais exactement sur les mêmes fondements, poursuivant exactement les mêmes desseins. Et nous, on a continué, parce que nous, on continue à faire les mêmes choses. En fait, on traite l'actualité. Quand il y a 2001, le 11 septembre, comment vous voulez faire pour ne pas parler de religion? C'est impossible. C'est jamais gratuit. On ne fait toujours que parler de l'actualité. Les caricatures, c'est pas comme ça gratuit. C'est une manière c'est un éditorial, c'est une manière de dire quelque chose. Et là, alors bizarrement, les mêmes qui nous soutenaient, nous soutenaient plus. Donc nous, on continuait à faire, mais on n'a pas vu ça, on n'a pas vu venir les choses. Et donc, il y a une partie de la gauche, mais qui a, à mon sens, ils ont commencé à mourir à ce moment-là, parce que la gauche abandonne ses valeurs de liberté d'expression, de droit au blasphème, de laïcité, c'est plus la gauche, quoi. Et donc, ça a commencé là, et d'année en année, on était de plus en plus seuls. Jusqu'à l'incendie, où là, il n'y en avait plus beaucoup. Et puis ensuite, il y a eu une autre polémique, et on était tout seuls. Mais il n'y avait plus personne autour de nous. Et c'est incroyable comme c'est allé vite, en 10 ans. Parce que ce qu'on mettait en cause, ce n'était plus la religion chrétienne, mais l'islam. Et donc on s'est retrouvés islamophobes, mettant de l'huile sur le feu, irresponsables. Et on sentait qu'en fait, c'est l'allégorie que j'ai utilisée, en fait, c'est la peur qui faisait ça. Vous avez peur, donc vous nourrissez le crocodile, c'est la métaphore churchillienne, en espérant être le dernier à être avalé. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. En fait, vous nourrissez le crocodile qui devient de plus en plus gros, et c'est de plus en plus compliqué à combattre au final. Et à chaque renoncement de liberté, vous nourrissez le crocodile et vous finirez par être avalé. Et la meilleure manière de faire, si on veut rester en paix, précisément, c'est de ne pas le nourrir. Plus vous le nourrissez, en abandonnant, en renonçant, en pensant que vous allez être sympa, plus vous préparez la guerre de demain. Parce que c'est toutes les libertés qui y passeront, pas simplement le droit au blasphème. D'ailleurs, vous écrivez, vous avez cette formule, il n'y a pas de salut dans la lâcheté. Et dans le traité sur l'intolérance, vous citez notamment Thomas Mann, qui a été lanceur d'alerte en son temps, et qui exhortait à un humanisme militant. Qu'est-ce que c'est qu'un humanisme militant? Serions-nous trop naïfs? Mais là aussi, c'est frappant de reprendre tous ces textes, Churchill, Thomas Mann, un peu avant-guerre, qui voient la catastrophe avancer
et qui a une réflexion que je cite à la fin de ma dernière plaidoirie, effectivement, où il dit, mais en fait, les humanistes, l'humanisme, c'est pas on est gentil, on est doux, on baisse les armes et puis on accepte tout, y compris l'intolérable, parce qu'on est sympa et parce qu'on veut vivre en paix en fait. Mais si on fait ça, il n'y aura plus d'espace ou de temps où aller pour se protéger, dit-il. Il y aura nulle part où on pourra aller. L'humanisme doit être militant. C'est un combat d'être humanisme. C'est pas tout accepter. C'est avoir des valeurs et les défendre. Et les défendre pacifiquement, mais fermement. D'ailleurs, en votre qualité d'avocat que vous remplissez parfaitement, vous les défendez, vous défendez les valeurs républicaines ébranlées. Vous avez dit quelque chose d'assez intéressant sur France Inter Ça m'arrive. Oui. Assez souvent. Vous disiez que vous êtes peut-être perdu dans ce combat, parce que ça fait quand même 30 ans que vous défendez Charlie Hebdo, donc depuis 92, donc 31 ans même, et vous concédiez que vous aviez un peu perdu de votre liberté d'avocat. Est-ce que finalement, Charlie Hebdo, véritablement, vous avez défendu bec et ongle pendant 30 ans, vous avez accompli parfaitement votre rôle d'avocat, mais est-ce que la robe avocat Charlie Hebdo, parfois, est un corset? Est-ce que parfois, ça peut être un peu enfermant? Non, mais c'est certain. Il y a un moment, ce que vous représentez, vous n'avez pas d'autre choix que de devenir ce que vous représentez, en fait, plutôt que ce que vous êtes. Parce que sinon, il y a une dichotomie et ça se finit toujours mal. Et on ne comprend pas, en fait. Vous ne pouvez pas être double quand vous êtes... quand vous avez une position publique comme ça. C'est très étrange, mais ce que vous représentez écrase ce que vous êtes. L'avocat que je suis pourrait accepter plein de causes que je ne peux pas en fait accepter parce que ce ne serait pas compris. Et effectivement, donc oui, c'est un poids. Ça pèse. C'est un corset. Ça a de multiples titres. Ça limite ma liberté à moi. Mais c'est comme ça. Et c'est plus important de mener ces combats-là que les libertés que j'ai perdues. Alors, peut-être une question, justement, vous parliez de liberté. Pour en venir sur un plan plus littéraire, peut-être que la littérature, la création littéraire est pour vous, puisque vous êtes aussi romancier, scénariste de bande dessinée, il faut le rappeler. Peut-être que c'est là votre espace de liberté ou d'expression personnelle. Je voulais juste vous poser une question sur votre rapport à la littérature et votre rapport aux mots. Parce que dans votre roman intitulé Le voleur d'amour, le personnage principal, Adrienne Van Gogh, prononce notamment ces phrases « Ma survie, je la dois aussi à la découverte des mots » ou encore, plus loin, « C'est là, au cœur de la musique des mots, que se trouve l'expression du génie humain ». Que représente la littérature, l'écriture et les mots pour vous? Au début était le verbe. Donc tout, c'est... enfin, je ne fais que raconter, je ne fais que compter, que ce soit dans une salle d'audience, que ce soit dans mes livres, que ce soit dans mes bandes dessinées, je raconte des histoires. Et j'aime ça, et c'est ce que je sais faire. Oui, les mots, c'est pour moi un plaisir, le plaisir de raconter, c'est le plaisir qu'on me raconte, c'est la manière, c'est l'instrument pour faire passer de la conviction. C'est ce qui fait aussi que nous sommes des êtres humains. Et c'est la liberté. C'est vraiment la liberté. Enfin, ça l'est encore, mais maintenant il y a des sensitivity riders qui doivent relire vos livres pour que personne ne soit heurté par rien du tout. Justement. Et après on les réécrit parce que... Justement, on va lier les deux. On parlait tout à l'heure, Michel parlait de la cancel culture et du wokisme. Est-ce que vous avez le sentiment, à la fois professionnellement et aussi en tant qu'auteur, puisque vous êtes un auteur, qu'on va vers une régression de la liberté d'expression et vers une censure d'autant plus pernicieuse qu'elle n'est plus étatique ou légale, mais qu'elle vient d'une expression de la société, de la foule. Il n'y a pas pire tyran que la foule, surtout quand elle s'exprime sur les réseaux sociaux.
Oui, on est dans une période de régression, ça, il y a 1000 signes. Et oui, ça fait peur. Et même dans les romans. Parce qu'on se dit, je vais parler d'Afrique, est-ce que j'ai le droit de parler d'Afrique? Est-ce qu'on va pas m'accuser d'appropriation culturelle? Ou je vais parler d'amour ou de sexualité, mais pas comme il faudrait. Donc est-ce que je vais pas me faire cogner par tel ou tel courant féministe? Alors, on a peur. Oui, Mais on a tous peur, tous les auteurs. Hein. Oui, mais... Et là, alors que le roman, c'est vraiment l'espace de liberté. Enfin, il n'y a pas plus, je ne connais pas, c'est l'espace où on devrait être complètement libre, quelques réserves, mais on a du mal. Le roman est l'art, il y a des exemples récents. Moi, je viens de défendre le Palais de Tokyo, dont on demandait qu'une œuvre soit extraite parce que c'est complètement fou, là aussi. Enfin, aux États-Unis, on demande à ce que des Michel-Ange soient retirés parce que c'est un homme nu et que ça heurte les familles. Et là, au Palais de Tokyo, une artiste fait une œuvre pour dénoncer les viols en Ukraine et à Boutcha comme étant des crimes de guerre, une artiste très connue de 73 ans, pas une provocatrice. Et il y a 6 associations, alors là, plutôt Manif pour tous, qui demande le retrait de l'œuvre, qui fait un procès au tribunal administratif, au Conseil d'État, rejoint, et c'est ça qui est intéressant, par une association Cancel Culture, donc d'extrême gauche, donc les deux extrêmes se rejoignent, qui demandait aussi le retrait de l'œuvre, voire l'interdiction d'entrer dans cette salle pour les mineurs et les majeurs. Donc je ne sais pas ce qui reste. Les extraterrestres. Bon, ouais, les extraterrestres. Et donc voilà, il y a la Sainte Alliance. Et tout ça avec une absolue bonne conscience, ça n'existait pas il y a encore 5 ans. La polémique sur Bastien Vivès, il y a 5 ans, elle avait eu lieu. En 2 jours, ça avait été réglé, il y avait eu un classement sans suite. Donc oui, il y a une tension de plus en plus forte. Il faut être non seulement respectueux des religions, donc accepter l'inacceptable et renoncer à notre humanisme militant, mais il faudrait aussi respecter toutes les diversités, les communautés qu'on invente tous les jours une de plus, donc c'est très compliqué. Et c'est pas la justice qui vous sanctionne. Parce que si c'était la justice, moi ça me poserait pas de problème, je suis légaliste. C'est comme ça qu'on résout les choses, j'ai déjà dit. C'est les réseaux sociaux. Donc c'est du lynchage, c'est la foule, c'est des mouvements de foule, et c'est ce qu'il y a de plus terrible. On décrète votre mort sociale en 3 minutes en fait. Donc bien sûr que ça fait peur. Et quand vous êtes écrivain et que vous écrivez, alors moi ça va, je peux me permettre, de toute façon c'est ma liberté de parole qui fait ce que je suis. Donc, et puis, mais quand imaginez que vous êtes un jeune auteur de 25-30 ans, vous n'avez pas envie d'être mis au banc de la société, cloué au pilori à raison d'une phrase ou d'un chapitre. Donc vous y réfléchissez à 2 fois et donc vous vous auto-censurez. Et c'est quand même fou. Il n'y a jamais eu d'être humain ayant bénéficié d'autant de liberté d'expression garantie par les textes, par la justice, par la police qui protège. Et c'est à ce moment-là que la foule réclame qu'il y en ait moins. C'est comme si on n'aimait pas la liberté. Comme si ça faisait peur. C'était inconfortable, et c'est inconfortable. Mais la liberté d'expression n'a de sens que, et c'est Orwell qui parle, que si c'est la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Sinon, ça sert à rien. Vous en parlez dans les colonnes du Figaro de ce tableau Fuck Abstraction de Maracan, et vous parliez de justement l'inconfort qui était nécessaire et le fait que finalement être heurté ou blessé dans ses convictions était particulièrement sain, et qu'aujourd'hui il y a une tentation du cocon. Il y a toute une étude sur ce qu'on appelle la Snowflake Generation, donc la génération boule de neige. C'est la génération qui peut s'indigner pour la moindre attaque ou le moindre interdit. Donc, eu égard à notre échange sur la question sur un risque de régression de nos libertés avec toutes les couleurs, la couleur du progressisme et du conservatisme, tout ça dans un puritanisme autant de droite que de gauche,
Il y a peut-être une question qui vraiment m'habite depuis que je sais que vous allez venir à Ajaccio. C'est, voilà, l'actualité est peu réjouissante, c'est un fait. Vous êtes sous protection depuis maintenant bien 8 ans. Comment réussissez-vous à rester optimiste? C'est une question sur l'avenir qui se dessine, mais qui peut... En fait, on n'a pas le choix, parce que sinon vous êtes malheureux. Si vous êtes pessimiste, vous baissez les bras, vous arrêtez de combattre. Il n'y a pas d'espoir. Donc on arrête tout, et puis on devient amer, aigri. Donc j'ai pas envie. Donc, et puis je pense que il n'y a pas d'autre choix que de se battre, en fait. Et un peuple qui aime sa liberté restera libre. Ça, c'est Simon Bolivar. Donc ça vient de nous, quoi. C'est nous qui décidons. Donc plus on sera nombreux, donc en fait je prêche avec je prêche comme un religieux quasiment. Je prêche ma religion qui est la liberté pour le coup. Mais j'essaie de convaincre parce que plus on est, et puis il faut transmettre le flambeau, et puis il n'y a rien d'autre à faire. Et puis je pense que sur le temps long, il y a des régressions, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des régressions formidables, mais l'aspiration à la liberté, elle finit toujours par l'emporter. En tout cas, je veux garder cette vision-là malgré tout, parce que sinon c'est désespérant. Mais c'est vrai que parfois c'est étrange, parce que moi en fait ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression de dire des évidences. Je n'ai l'impression de dire que des évidences. Et alors, c'est très bizarre, parce qu'on me reçoit partout, on nous vend des grands yeux. Non, mais moi, ça me paraît évident, quoi. Mais c'est de plus en plus étrange pour les autres. Et encore, là, c'est en France, où il y a une vraie culture, une vraie tradition, où ce peuple est quand même viscéralement attaché à la critique des religions. Mais quand on voit dans d'autres pays, alors là, je vous jure qu'on me regarde comme ça, quoi. En Belgique, en Espagne, on ne comprend pas. Alors, ils sont très très contents que je sois là pour le dire, mais et donc il y a une vraie régression. Et dans les pays anglo-saxons, c'est pareil. Tout le monde a peur. Les profs ont peur, puisqu'ils se font virer au moindre mot. Et parfois, on ne sait même pas, on ne comprend même pas pourquoi ils sont virés. Et vous réussissez à avoir un écho dans le monde anglo-saxon, votre parole et vos ouvrages? Honnêtement, non. C'est traduit en espagnol, en italien, en danois, en allemand, mais pas en anglais. Non. Ah non, mais chez eux, là, c'est sacrilège, là. Donc non. Mais je ne désespère pas. Alors, nous allons peut-être conclure cet entretien avec une lecture d'un passage de traité sur l'intolérance, celui relatif à Thomas Mann, justement, le lanceur d'alerte de 1936. Ah, vous voulez que ce soit moi qui le lise ? En 1936, Thomas Mann, prophétique, avertissait l'Europe des dangers qui le guettaient. Il avançait que dans tout humanisme, il y a un élément de faiblesse qui vient de sa répugnance pour tout fanatisme, de sa tolérance et de son penchant pour un scepticisme indulgent. En un mot, de sa bonté naturelle. Et cela peut, en certaines circonstances, poursuivait-il, lui devenir fatal. Ce dont nous aurions besoin, concluait-il, serait d'un humanisme militant, convaincu que le principe de la liberté, de la tolérance et du libre examen n'a pas le droit de se laisser exploiter par le fanatisme sans vergogne de ses ennemis. Sinon, il ne nous restera plus qu'à chercher un refuge hors du temps et de l'espace. Merci beaucoup, Richard Malka. Merci, Richard Malka. Bien sûr. Écoutez les histoires de... Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde, libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain.
rattrape sur le chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau il plonge en piqué, moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ses feuillets, mon mirador. Dans ses feuillets, mon mirador. Lire au boulot, la bacadée du sommeil. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin.